Hey coucou tout le monde, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques fois que j'essaye de tourner cette vidéo et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Normalement de toute façon on est à la fin de l'année donc il devrait peu y avoir de changements. Donc je m'avance pas trop en vous faisant cette vidéo. En tout cas en la faisant maintenant. Aujourd'hui on va parler un petit peu du challenge d'Elodie, Ingrid la lectrice. Le challenge du Zoo, je crois que c'était Zoo Book Challenge. Et je vais vous faire un petit peu mon bilan. Alors je suis désolée par avance, je pense que ça va être une vidéo assez longue parce que d'un côté j'ai pas trop envie de vous faire juste Nice qui prend le train et qui vous nomme juste les bouquins qu'elle a lus et puis on n'en parle plus. Sachant que cette année j'ai été assez peu présente sur YouTube, je m'en excuse mais voilà c'est comme ça. Du coup je vais profiter un petit peu de cette vidéo pour vous parler un petit peu des romans que j'ai pu lire cette année, des romans, des graphiques etc. Des audiobooks aussi un petit peu. Donc je vais essayer de prendre un petit peu le temps, alors je vais essayer de trouver le compromis entre voilà, trop longtemps par bouquin et parce qu'il y a quand même 40 catégories, 42 je crois si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il va quand même y avoir quelques bouquins à énoncer, à parler. Mais voilà, il faut quand même que je vous en parle, mais pas trop pour pas que la vidéo dure 5 heures non plus. Voilà, je vais essayer de faire au mieux et puis bah si vous m'en voulez, désolé mais me le dites pas. Donc je me suis parée de mon petit carnet où j'ai noté un peu toutes les lectures que j'avais pu faire et je me suis noté le petit challenge d'Elodie. Du coup, alors oui, ce que je peux vous dire un peu en introduction, c'est que pour certaines catégories j'ai mis 2 livres. En fait au début je m'étais dit 43 bouquins, oui parce qu'en fait il y a l'accueil qui est en numéro 0 donc ça fait 43 au total. 43 bouquins c'est un peu chaud si je fais que des lectures papier, donc un peu chaud pour moi parce que bon bah vous me connaissez, j'ai pas un rythme de lecture qui est assez intense, assez dense. Donc voilà, je me suis dit au début de l'année c'est peut-être un peu chaud, donc je vais mettre tous les bouquins que je lis, donc les audiobooks également, et puis bah surtout les graphiques aussi. Et au final cette année j'ai lu assez peu de graphiques. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, je m'étais dit que je vais mettre tous mes bouquins, y compris les audiobooks. Et arrivé vers la moitié de l'année, ou en tout cas cet été, juillet-août, par là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah ça faisait assez large. Et du coup j'ai commencé à remplacer les audiobooks par des lectures papier que j'ai pu faire. Donc pour certaines catégories j'ai 2 bouquins. Je vais essayer de vous parler rapidement des 2 et puis comme ça vous aurez une vue à peu près d'ensemble de tout ce que j'ai lu sur l'année. Même si on est d'accord qu'à la fin de l'année il y avait quelques bouquins qui ne rentraient plus dans les catégories. Bah forcément quand il vous reste soit lire un pavé soit lire de la SF, voilà, c'est facile de ne pas trouver un bouquin qui correspond à l'une de ces 2 catégories. Bref, je m'étale un peu, donc on va commencer tout de suite avec du coup l'accueil. L'accueil c'est du coup la première lecture faite en 2024. C'est la seule que j'ai pas pu remplacer par un livre papier puisque bah, c'est une lecture audio. Voilà, donc j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, au final j'ai remplacé tous les autres donc on peut dire que c'est la saga entière. Donc j'ai fait en tout cas les tomes 3, 4, 5 et 6 sur cette début d'année 2024. Et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai pas encore regardé le film avec comment il s'appelle, avec Pierre Ninet qui est sorti cette année. Mais voilà, en tout cas, j'en attends beaucoup de ce film. J'en ai un peu peur parce que 6 romans résumés en 2 heures de film, bon, je sens qu'il va y avoir des grosses coupes. Mais ouais, j'ai vraiment adoré cet univers. De toute façon, j'avais déjà lu du Dumas avec les 3 mousquetaires. Et pareil, j'avais adoré aussi les 3 mousquetaires, donc j'y suis allée avec plaisir dedans. Et puis au final, bah, c'est passé tout seul, c'est passé crème. J'étais avide de lecture, de reprendre, parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Même si je me doutais que forcément on allait sur... voilà, c'est quand même assez classique, on est sur une histoire de vengeance. Mais il y a quand même un gros côté politique dessus puisque le personnage d'Edmond Dantès va tisser un nuage autour de ses personnages, autour des gens qui l'ont lésé dans sa jeunesse. Et du coup, ouais, j'avais hâte de voir un petit peu comment il allait nouer un petit peu tout ça. Et ça m'a fait penser un petit peu dans l'idée, mais les séries un peu style Dexter, ce genre de choses où le personnage principal il est vraiment trop fort, trop intelligent, etc. Et un mastermind comme on dit en anglais. Et du coup, voilà, j'adore cette ambiance. J'adore ce trope de personnage vraiment trop fort qui a 5 coups d'avance sur la concurrence. Donc voilà, et puis qui nous bluffe aussi parce qu'il y a plein de trucs que moi personnellement en tant que lectrice j'ai pas vu venir. Donc c'était toujours une
enfin ça a été une belle découverte. Pour le numéro 1, il s'agit du lézard, et donc du coup lézard, petit animal, petite lecture, il fallait prendre un bouquin de moins de 200 pages. J'avais fait en audio Dr. Jekyll and Mr. Hyde, avec l'accent pourri, et celui-ci dans une des nombreuses vidéos que j'ai fait il y a un moment et que je n'ai jamais publié. Je vous disais que cette version, je l'avais lu en audio sur Audible avec le studio Blind. En fait Blind c'est un studio qui alors non, maintenant j'ai un petit doute parce que je sais que j'en ai parlé au final en commentaire sur une vidéo, donc peut-être que je me mélange et que je l'ai déjà dit et que j'ai déjà sorti cette vidéo, mais ça me fait bizarre. Bref, c'est un studio qui ne se contente pas de lire le roman, mais qui va également comment dire, qui va le jouer en fait. C'est plus une espèce de pièce de théâtre mais que audio, avec donc tout ce qui va être dialogue ça va être présent, mais les descriptions ils vont nous les faire comprendre par d'autres choses. Donc par exemple si c'est marqué le personnage court, et ben on entend les bruits de pas, voilà, dans la rue, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est très intriguant, très immersif, donc on était vraiment dans l'histoire. Au final qu'est-ce que j'ai pensé dans le fond de cette histoire? Je suis restée un peu sur ma faim, hein, puisque au final on est vraiment très rapide. Tout le monde connaît l'histoire de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mais comment ça a été traité, et bah c'est vraiment très très rapide, hein. On est sur une espèce d'enquête où voilà, on suit un personnage qui connaît le Dr. Jekyll, et voilà, en fait il se demande pourquoi il y a des meurtres, ce genre de choses, et il va le suivre un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ces disparitions, etc. Voilà, mais au final les ficelles sont assez grossières, on arrive assez vite à trouver que voilà, donc nous on le sait en tant que lecteur parce qu'on connaît un petit peu l'univers, mais même dans le roman, même si on connaissait pas, on aurait pu le deviner assez vite qu'il y avait un truc qui se passait entre voilà, les deux personnages qu'on voit. Bref. Et sinon, en version papier, donc j'ai remplacé ce bouquin audio par un petit essai qui s'appelle Messieurs, encore un effort, du coup, de Elisabeth Badinter. C'est un essai super intéressant. Alors vraiment il est très court, hein. Je peux vous le conseiller si jamais les notions dont je vais vous parler vous intéressent, mais c'est un essai assez court. Est-ce qu'on peut dire qu'il est féministe? Je dirais peut-être pas tant que ça, en tout cas pas dans le sens équité des droits, etc. Mais c'est un essai qui essaye d'expliquer pourquoi la natalité est en baisse en France, en Europe, dans les populations, on va dire, civilisées, enfin occidentales en tout cas. Donc voilà, il y a pas mal de faits de société qui peuvent être interprétés comme un facteur de diminution de l'envie des femmes de faire des enfants. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et assez, entre guillemets, libérateur, puisque en gros enfin, en tant que femme, on a le choix et on a le droit de ne pas vouloir d'enfants. On a le droit d'en vouloir plein aussi. On a le droit d'en vouloir que un. Un, c'est ok. Voilà, on n'est pas obligé d'être une poule pondeuse pour alimenter le système de la retraite, etc. Et forcément, bah avec une situation ou une société dans laquelle les femmes ont de plus en plus une part active dans la société de tous les jours, hein. On travaille autant que les hommes, sauf qu'on a en plus la charge mentale de la famille, des comment ça s'appelle, des chores en anglais, des tâches ménagères, etc. Donc je dis pas dans tous les couples, hein. Enfin attention, je dis pas dans tous les couples, mais c'est vrai que selon les statistiques, les femmes en font plus à la maison que les hommes en général, et voilà, donc pourquoi on n'a pas envie de se rajouter ce genre de travaux en plus, puisque bah forcément un enfant ça veut dire bah, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut lui acheter des vêtements, qu'il faut lui préparer à manger, etc. Et tout ça, ça va majoritairement reposer sur la femme. Et pareil, quand on va faire le deuxième, le troisième, etc. Je pense à toi Elodie par exemple, quand on a 5, et j'imagine que ça doit être assez dur à vivre, en tout cas que ce serait limite impossible d'avoir un travail à côté et de gérer tout ça à la maison, donc grosse pensée pour toi, j'ai beaucoup pensé à toi en lisant ce bouquin, et voilà, ça m'a rassurée sur le fait que bah on fait ce qu'on peut, et puis si on veut pas avoir plus d'enfants parce qu'on veut pas se rajouter tout ça, c'est ok, et c'est pas grave. Voilà, maintenant je vous ai spoilé tout le bouquin, donc non, en vrai lisez-le, il est assez intéressant, il est assez documenté aussi, il y a pas mal d'études qui sont citées, et voilà, on peut aussi poursuivre notre découverte en allant lire la bibliographie qui a servi à l'autrice pour faire un petit peu son essai, pardon. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant et super libérateur, et j'essaye de le passer à des collègues, je vous jure, j'essaye de le prêter à des collègues garçons, mais ils sont pas un peu chauds pour le lire non plus, hein, dommage.
Le soigneur, le numéro 2 du coup, le soigneur, il fallait lire un livre avec le milieu médical ou vétérinaire. J'ai lu La Duchesse de Buckingham aux éditions Hurlevent, et écrit par Shannon Malka. Ça a été une lecture un peu mitigée. Pourquoi je l'ai mis dedans? Puisque à un moment on a des personnages qui se blessent et notre gentille petite duchesse Elena va s'en occuper. Donc pareil, elle va lui dépêcher des médecins pour le soigner, lui donner le meilleur soin possible. Voilà, donc je me suis dit, allez, en triturant un peu, ça peut passer. Et de toute façon, c'est assez compliqué de remplir cette catégorie, en tout cas pour moi, par rapport à ce que je lis en général. Donc j'étais très contente de pouvoir trouver ce petit bouquin pour le mettre là-dedans. Assez mitigée parce que je l'ai trouvé assez long à démarrer. Et bon, au final, bonne lecture quand même, hein, ça a pas été un abandon, ça a pas été un bouquin que j'ai envie de revendre à tout prix parce que je l'ai pas aimé. Mais ouais, j'ai trouvé quelques longueurs quand même au début. Et puis au bout d'un moment, je dirais peut-être aux 2/3, 3/4 par là, tout s'accélère et on donne un grand coup de boost. Et c'est là où j'ai vraiment été happée par le truc et voilà, j'avais envie de poursuivre, j'avais envie de connaître la fin. Et limite, je trouve que la fin arrive un peu vite et voilà, je suis restée un petit peu sur ma fin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis un peu lecture mitigée, même si, bon, globalement j'ai quand même bien aimé ma lecture. En numéro 3, les toilettes, j'aime beaucoup cette catégorie. Il fallait parler d'un abandon ou d'une mauvaise lecture. Alors là c'est pareil, j'ai un peu trituré le truc parce que ça n'a pas vraiment été une mauvaise lecture, mais c'est peut-être effectivement la moins bonne que j'ai fait cette année. Le Tour de la France exactement par Lionel Daudet. Et dans cette histoire du coup, donc c'est pas une histoire, c'est un, comment on appelle ça, un nature rating peut-être, donc c'est l'auteur Lionel Daudet qui a fait le tour de la France exactement en passant sur toutes les frontières. Il a commencé à Chamonix sur le Mont Blanc et il a fait le tour et puis il est revenu à Chamonix. Voilà, donc le début et la fin. Ça lui a pris, je crois de mémoire, 15 mois. J'hésite entre 11 et 15 mois, non mais je pense que c'est plus d'un an, donc ça a dû lui prendre 15 mois. Et voilà, c'était super intéressant par certains trucs, sauf que moi je m'attendais, en tout cas j'ai pas été servie avec ce que j'attendais. J'avais déjà lu des récits d'aventure un peu comme ça, j'avais lu par exemple Latitude Zéro de Mike Horn, où lui il va faire le tour du monde sur l'équateur, et dans ces récits il nous parle vraiment de son aventure et de ce qui lui arrive au quotidien, etc. Alors que du coup je m'attendais un peu à la même chose sur le Tour de la France exactement, alors qu'au final là on est plus sur un récit un peu aussi avec les pensées de l'auteur et sa façon de penser. Il nous passe un message un peu politique, un peu sociétal, ce genre de choses. Et du coup j'étais un peu perdue, déroutée à certains endroits. Je m'attendais vraiment moi à ce qu'il raconte un petit peu comment c'est dur de monter, de traverser les Pyrénées parce que c'est hyper physique. Il faisait du kayak un peu pour les parties de littoral, donc voilà, de voir un peu comment il avance, etc. Et au final, il y a certains passages où effectivement, je crois que tout le passage de la Méditerranée, donc des Pyrénées jusqu'aux Alpes, ça prend genre 3 pages, j'exagère sans doute, mais ça lui prend genre 3 pages parce que au final il avance super bien avec du kayak, il a rien à dire, et puis vu qu'il est loin des plages, il voit pas les touristes en train de se dorer la pilule le soleil, donc voilà, il a rien à dire. Ok. Par contre effectivement toute la partie où il va longer un peu la Belgique, enfin tout le nord là, où il voit un petit peu des deux côtés de la frontière, ça c'est assez intéressant, et il se rend compte effectivement en passant dans le nord où globalement il va être entouré de populations relativement pauvres par rapport au sud où quand il va passer à Cannes, etc. Il va plutôt être avec des populations aisées, donc il peut se rendre compte effectivement que la France c'est un pays, c'est un ensemble, mais il y a des grosses disparités. Et voilà, il nous fait un peu plus l'analyse de tout ce qu'il voit plutôt que son récit de voyage, d'aventure, etc. Donc moi j'étais un petit peu déçue, c'est pour ça que je l'ai mis là, mais ça reste un bouquin à lire au moins une fois dans sa vie, je dirais. Parce que le principe est assez intéressant, le défi est assez cool. Je suis pas sûre que quelqu'un d'autre l'ait fait avant, voire l'ait fait depuis. On peut voir également tous les bâtons qu'il a eu dans les roues, parce que attention, là il y a une zone militaire, donc on peut pas suivre la frontière exactement. Là il y a une maison, la frontière elle a bougé après, donc il faut traverser la maison. Parce que lui son but c'est de rester vraiment au plus proche de la frontière, et s'il fait un détour par exemple, j'ai n'importe quoi, mais pour aller faire des courses ou pour dormir dans un dortoir, dans un refuge, parce que le refuge il est pas exactement sur la frontière, et il reprend exactement là où il a quitté la frontière. Je sais pas si je suis claire, mais bon, lisez-le, ça vous paraîtra plus clair. Voilà, au final, du coup, ce petit roman assez sympa. Bon, pas un roman parce qu'au final c'est pas de la fiction, donc ce récit d'aventure.
assez sympa, mais j'attendais plus un côté pratique. Voilà, je pense que c'est assez clair, le message est passé. Pour le numéro 4, il s'agit de la catégorie serpent et il fallait lire un bouquin qui se passe dans le désert ou au chaud. Et là au final j'ai mis La Légende des 4, le tome 2. Je crois que j'ai mis les 4 tomes dans des catégories différentes de cette saga puisque je l'ai lu en entier cette année. Je sais plus si le tome 1, je l'ai lu cette année ou pas, mais peut-être fin 2023, je sais plus. Bref, c'est pas grave, on verra plus tard. Pourquoi dans le désert? Bah parce qu'il me semble qu'il y a un passage où justement les personnages vont dans les terres arides parce qu'ils vont poursuivre des humains et du coup il y a un petit passage de 30 pages peut-être et du coup je me suis dit que pareil que pour le soigneur ça passait. Voilà, ça je vous en parle plus tard ou peut-être dans une autre vidéo de La Légende des 4 au total parce que j'ai 2-3 trucs à dire. Voilà, donc je vous fais un super teasing de la mort et je pense que je vous fais une vidéo à part pour cette saga. Numéro 5, il fallait lire, numéro 5 du coup c'est le Suricate et il fallait lire un roman choral. Là encore une fois j'avais mis le Comte de Monte Cristo, du coup je crois que j'étais partie sur le tome 4. Mais vu que c'est un livre en audio, bon je vais pas vous en reparler, j'ai lu le tome 8 de Gossip Girl puisque on va toujours suivre notre quintuor, ça se dit. On va suivre nos 5 personnages qu'on suit depuis le tome 1. Et voilà, c'est classique du Gossip Girl, ça reste... je crois que je l'ai lu pour mon challenge de la rentrée, donc voilà, c'est si vous voulez plus d'infos. Mais ça reste du classique, du no-brainer, où on se repose, ça se lit assez vite, donc si vous voulez faire des pages assez rapidement, je crois que c'est 200 pages le bouquin. Donc voilà, pas plus de choses à dire que ça sur cette série, mais voilà, je pense que pour un 7 jours 7 livres ça peut passer, parce que ouais, comme je vous dis, il y a à peu près 200 pages par tome, donc ça peut faire le plus gros bouquin dans 7 jours 7 livres, ça peut être pas mal. Ensuite le numéro 6 c'était le koala et là aucun rapport mais il fallait lire un livre de fantasy. J'ai lu Mythologie nordique du coup de Neil Gaiman. C'était assez ouf, c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. C'est la plume de Neil Gaiman qui nous raconte un petit peu les légendes celtiques, les légendes pas du tout celtiques. Bref, c'est les vikings là-haut dans le Grand Nord, voire même plus haut hein, parce qu'on va parler quasiment uniquement des dieux, donc de Thor, Odin, Freya, Loki, etc. C'était assez intéressant, assez intriguant de voir un petit peu la patte de Neil Gaiman à l'intérieur, hein, puisque moi j'avais déjà lu quelques romans de cet auteur-là. J'aime beaucoup, j'aime toujours autant sa plume, et là en plus c'est un sujet sur la mythologie, sujet que j'adore, même si moi je suis plus spécialiste entre guillemets, en tout cas je m'intéresse plus à la mythologie égyptienne. Du coup la mythologie nordique c'est vraiment quelque chose que j'effleurais, que je connaissais dans les grandes lignes, hein, je connaissais Thor, Loki, Odin, Freya, etc. Enfin je les connaissais plus ou moins tous de nom, je connaissais l'événement du Ragnarok, mais voilà ça s'arrêtait un peu là. Là on va avoir un petit peu aussi les personnages de Fafnir, on va avoir la mythologie de comment le marteau Mjolnir va être créé, ce genre de choses, et on va vraiment avoir toute la duplicité du personnage de Loki qui va être racontée. Donc voilà, c'était assez intéressant et je ne retrouverai pas le nom du grand serpent. Ouroboros? Mais je crois qu'il s'appelle pas comme ça. Bref, je sais plus, c'est pas grave. Mais le grand serpent des mers qui se mord la queue, enfin bref, voilà, la grosse légende. En numéro 7, il s'agissait des oiseaux et il fallait lire un livre autour des avions, du vent, de l'espace, ce genre de choses. Moi j'ai lu Vol de nuit de Antoine Saint-Exupéry. C'est un des 5 romans que mon copain m'avait challengé de lire, puisque l'année dernière, je sais plus si j'ai publié ou pas ce passage-là, donc bref, en petit rappel ou petite explication si je l'ai jamais publié. Cette année, nous nous sommes challengés l'un l'autre avec une petite pile à lire de 5 romans et du coup lui il m'a challengé de lire celui-ci. J'avais également Le Tour de la France exactement et puis je vous dirai pour les 3 autres parce que je crois que j'ai mis les 3 autres dans ce petit challenge. Un roman assez court, assez sympa, pareil je reste un petit peu sur ma fin, il y a quelques trucs que j'ai pas compris parce que bon c'est du suggéré, en tout cas c'est un peu une fin ouverte, donc voilà, moi j'aime pas trop dans ce sens là où c'est à moi de décider si... Voilà, je suis pas trop fan, mais en tout cas j'ai bien aimé ma lecture, ça se lit vraiment tout seul et je comprends pourquoi mon homme me l'a fait lire parce que c'était vraiment très intéressant. Je n'ai vraiment pas grand chose de plus à dire en tout cas sur ce roman. N'hésitez pas, si vous connaissez pas encore la plume de cet auteur, n'hésitez pas. Voilà.
lisez quand même Le Petit Prince, hein, parce que ça c'est un petit peu mandatory quand même, hein. Celui-ci il peut venir en deuxième, hein, comme moi j'ai fait. Allez, on essaye d'avancer, on va passer au numéro 8, il s'agit de La Baleine, il fallait lire Piraterie sur les mers océans. Là pour l'instant je n'ai lu que Rose éternelle en audio, du coup d'Ophélie Duchemin, et pareil, j'ai bien aimé ma lecture. Après j'ai cru comprendre que c'était une saga où il y a 3 tomes, mais ce sont des tomes assez indépendants les uns des autres. Donc je sais pas honnêtement si je me procurerai le bouquin ou si, enfin la saga en tout cas, ou si je les achèterai un jour sur Audible ou pas. Enfin voilà, pour le moment je sais pas trop si je compte cette saga en cours ou si j'ai lu un très chouette one shot. Voilà. Pareil, j'ai bien aimé, je trouvais ça un poil complexe. Je disais du coup, oui, on me l'a vendu comme une réécriture du conte de La Belle et la Bête, et au final j'ai trouvé que c'était assez intéressant. J'ai bien aimé le personnage principal, je me rappelle plus du prénom, je crois que son surnom c'était Mel, mais je me rappelle plus de son prénom en entier. J'ai bien aimé ce personnage principal, mais j'ai trouvé que... Alors on part d'un personnage principal qui a un caractère assez fort, elle est assez autonome, assez affirmée, etc. Et j'ai trouvé que le revirement autour de l'histoire d'amour, ça se faisait un peu rapidement, ou en tout cas que j'ai pas trop compris le... Voilà, pour moi c'était un... Comment dire ? L'univers était très complexe, très fouillé, etc. Mais il y a juste ce petit voilà, retournement de situation où moi ça m'a un peu... Ouais bon en fait bah c'est pour les biens de l'histoire et de toute façon on le sait et voilà. Ouais je sais pas trop quoi en dire, ça me laisse un peu dubitatif, c'est pour ça que je sais pas si je continue la saga ou pas. Parce que bah si tous les tomes sont comme ça, est-ce que j'y aurais un intérêt particulier à le lire ? J'en sais rien, je sais pas. Si vous avez lu les tomes 2 et 3 ou juste le tome 2, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, s'il est mieux, plus intéressant, mieux traité que le tome 1. Parce que là pour le moment bon, ça a été une bonne lecture mais je suis contente de l'avoir fait en audio, je suis pas sûre que j'aurais terminé si je l'avais lu en papier. Numéro 9, il s'agit du pingouin et là à l'inverse du serpent, il faut lire un bouquin qui se passe autour de la neige, la glace en hiver. Là j'ai mis Le Pays des Contes, le tome 2 puisque, alors je sais plus si c'est sur celui-là ou c'est sur celui d'après, mais il y en a une où il y a la couverture de la reine, il y a la Reine des Neiges sur la couverture, pas la Reine des Neiges genre Elsa la gentille, hein, une méchante Reine des Neiges, plutôt celle de la Sorcière des Neiges de Narnia, hein. Voilà, on est plutôt sur cet acabit là, et voilà, il y a un passage où justement les personnages vont aller voir cette Reine des Neiges et du coup ils sont dans un espèce de palais glacé, donc ça passe, même si c'est pas l'entièreté du bouquin qui se passe dans cet univers là. Pareil, encore une fois j'ai bien aimé ce bouquin mais je sais pas pourquoi avec cette série, j'adore quand je suis en train de la lire, mais par contre, une fois qu'il est fini, je sais pas, j'ai pas forcément envie de passer au tome suivant et... Pourtant je sais que ça va être génial et trop bien. Et surtout là il y a un... Voilà, il y a un intérêt de voir la suite. Et j'ai tous les tomes, hein, donc j'ai jusqu'au tome 6. Donc ils n'attendent plus que moi, plus que je les sorte. On va se dire que 2025 sera l'année où je sortirai plus de tomes du Pays des Contes. Ensuite, le numéro 10, il s'agit du requin. Il fallait lire un bouquin sur la tension, le danger. Et là, j'ai lu la saga entière Drop Frame. Du coup, c'est un manga. Je suis incapable de vous ressortir les auteurs de tête, hein. Oui, Le Pays des Contes, je l'ai pas dit, c'est Chris Colfer, parce que ça, je sais. Drop Frame, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était une saga assez intéressante. Je sais pas pourquoi, ça fait un moment qu'elle traînait dans ma palle. Et... je sais pas si vous le savez parce que ça fait un moment que je le dis, mais en même temps vu que je ne publie que la moitié de mes vidéos. Bref, sur les mangas, je suis un peu en train de lire les séries relativement courtes ou celles qui me font plaisir, mais en tout cas sur les séries courtes c'est pour savoir si ça vaut le coup que je les vende ou si je les garde pour mon fils. En fait tout simplement quand il sera plus grand, est-ce que ça pourrait l'intéresser ou pas. Et là, Drop Frame, donc ça faisait un moment que ça traînait dans ma palle, je crois que je l'ai mis dans plusieurs palles de challenge. Et ça m'intriguait mais en même temps j'ai jamais sauté le pas, et bah maintenant c'est chose faite et je suis super contente de l'avoir fait puisque c'est quand même un univers assez complexe. Et alors c'est un manga qui est en arrêt de commercialisation, je crois qu'il était chez
Doki Doki ou Nobi Nobi, je sais plus. Bref, mais en tout cas une de ces deux maisons d'édition là, et eux ils ont une cible qui est vraiment jeunesse. Et je pense que c'est pour ça, c'est un peu ce qui a perdu les lecteurs, puisque pour moi on n'est pas forcément sur de la jeunesse en tout cas. Il y a un concept de voyage dans le temps qui est vraiment pas simple à appréhender, et je pense que la cible ce serait plus, en tout cas ce serait plus juste de s'adresser vraiment à des ados, voire à des adultes, hein, pourquoi pas, plutôt que à des enfants. Moins de 12-13 ans, je suis pas sûre que ce soit facilement compréhensible en tout cas. Voilà, donc si vous voulez vous faire un petit peu des nœuds au cerveau avec des espèces de voyages dans le temps, n'hésitez pas. Par contre voilà, comme je vous disais, c'est en rupture de commercialisation, donc si vous tombez dessus en occasion vraiment pas très cher, pourquoi pas, ça vaut le coup. Par contre n'allez pas payer des 1000 et des 100 pour cette série là. Franchement j'ai déjà lu mieux sur ce sujet là, et notamment par exemple quasiment rien à voir mais un petit peu quand même, le bateau de Thésée, vraiment 1 milliard de fois mieux et beaucoup mieux traité, et en plus c'est une saga en 10 tomes et donc au lieu de 4, donc les auteurs ont vraiment pu comment dire, approfondir le sujet plus que sur 4 tomes, donc voilà. Il y a un petit côté quand même un peu plus léger sur Drop Frame, puisqu'on va suivre un groupe d'adolescents qui, en gros, on est au début de leur été et ils ont les 2 mois d'été pour faire un espèce de film, c'est leur projet d'école. Et donc on va avoir un petit peu cette trame narrative au niveau de, voilà, de ce film, du tournage, de comment on se décore, comment on se costume, etc. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça assez intéressant, mais après c'est pas non plus le manga du siècle, quoi. Ensuite le numéro 11, le crocodile, là j'ai encore twisté un petit peu, puisque il nous faut lire un bouquin de terreur ou d'horreur. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ma cam, ce genre de truc. Donc j'ai mis Fourth Wing, du coup le premier tome de Rebecca Yarros. Pourquoi? Bah parce que c'est un espèce de Hunger Games, donc il y a des gens qui meurent et c'est déjà pas mal pour faire un petit peu le lien avec cette catégorie là, quoi. J'ai adoré. Franchement j'ai adoré cette lecture, je suis plus ou moins en train de lire le tome 2. En fait je voulais lire le tome 2 pour une catégorie qui arrive quasiment juste après, pour lire un pavé, mais je pense que il a plus de 700 pages, j'en ai à peine fait 100, donc je pense pas que j'aurai le temps de finir d'ici le 31, donc je l'ai plus ou moins mis en pause et je le reprendrai en janvier. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce que je lis. On va être sur une école où en gros on va suivre un personnage qui s'appelle Violet Sorrengail. Elle est plus en tout cas dans la réflexion que dans l'action, et au final on est dans un univers où à 21 ans les gens à 21 ans ou 20 ans, je sais plus, les gens doivent choisir un espèce d'ordre, et il y a les cavaliers qui sont vraiment là le côté physique où c'est là où on va avoir vraiment une grosse perte. Les cavaliers, le but ultime c'est de pouvoir se lier à un dragon pour aller faire un peu des combats parce qu'on est dans un monde limite apocalyptique, il y a une grosse guerre, voilà. Nous on est un peu éloigné de cette guerre puisqu'on suit vraiment Violet dans cette école. Et il y a également, je crois qu'il y a un autre ordre mais qu'on en entend assez peu parler, qui va être je crois les fantassins, donc la même chose mais combat plus de terrain, combat à pied. Et il y a la catégorie ou l'ordre des scribes, et eux en gros ils vont compiler un petit peu tout ce qui se passe sans donner leur avis, sans orienter vraiment de façon super objective, afin de laisser une trace dans l'histoire de tout ce qui vient de se passer. Violet, elle est plus... en tout cas quand elle est plus jeune, elle se dit plus bah vas-y moi les scripts ça me va super bien, et sa mère la force à tenter le concours d'entrée pour aller chez les cavaliers. Donc voilà, on la suit tout au long de son année, il y a des choses incroyables qui se passent, il y a des... comment ça s'appelle, il y a des petites ficelles, des fois on peut les voir arriver, des fois non. Typiquement au milieu, ou enfin le battage, si vous l'avez lu, la cérémonie du battage là, moi perso je m'en doutais un tout petit peu parce que voilà il y a des indices sur le hardback, mais je suis quand même tombée des nues. Et la fin, moi perso je m'en doutais absolument pas, le cliffhanger de fin je m'y attendais absolument pas, donc voilà, j'ai eu une très bonne surprise, et là pour le moment de ce que j'ai lu du tome 2, ça démarre très bien aussi, hein. Donc un peu hâte de reprendre ce bouquin là. Numéro 12, La Loutre avec une plage ou avec de la mer, et là j'ai lu le 2e tome de la saga La Passe Miroir. Du coup les disparus au clair de lune, pareil, il y a une scène qui se passe au bord de la mer, et même de toute façon on parle un petit peu de...
d'une espèce de, comment ça s'appelle, de station balnéaire. Donc je me suis dit que ça passait, même si c'est pas le cœur du roman. J'allais dire du manga, mais pas du tout, je suis fatiguée. Il faut que j'avance, il faut que j'avance. J'aime toujours autant cette série. J'avais été un peu déçue par le premier tome parce que je m'attendais à beaucoup de voyages, etc. Maintenant que je sais à peu près à quoi m'attendre, bah j'ai beaucoup aimé ce tome 2, plus que le tome 1 je pense, et il faut que je continue la saga puisque j'ai toujours pas sorti le tome 3. Donc le numéro 13, l'hippopotame, c'est là où je vous disais il faut lire un pavé, donc moi je m'étais noté plus de 500 pages, je sais pas si c'est moi qui notais ça ou si c'est la consigne d'Elodie. En tout cas, je suis en train de lire Wild de Nicholas Ames. J'adore ce roman. Je vous en parlais déjà en août, je crois. Je l'avais pris pendant mes vacances et il fallait que je le finisse avant le mois de septembre pour pouvoir commencer mon challenge de la rentrée tranquillement, sans bouquin, en avance, en retard. Au final, il n'est pas fini. Et là, il me reste un peu moins d'une centaine de pages. Donc j'espère, nous sommes actuellement le 23, j'espère pouvoir le finir pour le peut-être demain ou le 25 max. Comme ça j'aurai encore une semaine pour remplacer ma piraterie sur les mers océans par un autre bouquin. Mais bon, voilà. Et puis j'adore, franchement j'adore, c'est de la fantasy où on va suivre des personnages qui... de toute façon je crois que je vous en ai parlé cet été, donc c'est un peu une redite. Mais on va suivre des personnages qui sont quarantenaires, cinquantenaires peut-être par là. Et du coup... il y a tout qui marche plus comme avant quoi, ils ont un peu mal au dos, ils ont les genoux qui craquent, etc. etc. Et c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, il y a de l'humour dans chacune des phrases, non peut-être pas chacune des phrases, mais bon bref, il y a quand même un univers assez fouillé hein, puisque on a en gros une espèce de partie safe à l'est, une forêt très dense et très dangereuse qui s'appelle le cœur du Wild, et à l'ouest il y a encore de la civilisation, bref. Et là on est sur un enjeu où il y a une ancienne race qui est quasiment exterminée, qui fait un peu des menaces, en très très gros hein, et l'enfant d'un des personnages est coincé de l'autre côté du cœur du Wild, et du coup les personnages vont se remettre ensemble parce qu'ils avaient formé un groupe quand ils étaient assez jeunes, quand ils avaient une vingtaine d'années par là, et puis au bout d'un moment ils ont arrêté de faire des tournées ensemble. Et là, suite au fait que l'enfant de l'un d'entre eux soit coincé, le fameux l'un d'entre eux veut remonter le groupe pour pouvoir aller la sauver. Et du coup il faut qu'il traverse le cœur du Wild, super dangereux. Et voilà, je vous en dis pas plus. Mais c'est beaucoup trop bien, j'adore, et je sais qu'il y a un tome 2 et il faut que je me le procure et que je le lise. Je sais pas si c'est une duologie ou si c'est plus, mais en tout cas moi pour le moment j'ai connaissance que du tome 2 et voilà, et c'est beaucoup trop bien. Numéro 14, Otari, il fallait lire un livre avec de l'humour. Alors là, il serait passé, mais crème. Wild, il passe crème dans cette catégorie, ça y a pas de souci. Par contre, du coup, là, j'en ai lu deux. J'en ai mis deux. J'avais mis le tome 1 de Alunia, de Tiffs, parce que, voilà, je trouve qu'il y a assez d'humour. Et j'ai également mis la saga The Boys, du coup, oui, parce que l'humour, ça marche, très clairement. The Boys, je suis en train de vous préparer une vidéo un peu comparative entre la série télé et le comics, donc je vous en parle pas plus ici. Par contre Alunia, je peux vous en parler, donc pareil je l'ai fait en audio, je sais pas si ce serait passé aussi bien en papier, mais en tout cas ça a été un gros coup de cœur cette duologie. J'ai aussi vu qu'il y avait un tome supplémentaire, un tome un peu compagnon sur le personnage d'Elvira, du coup je pense que l'année prochaine je me ferai peut-être ce tome là. Mais beaucoup trop bien. Après là ça fait un moment que je l'ai pas lu, je crois que j'ai dû le lire en début d'année, donc mes souvenirs s'effacent un peu, j'ai quelques notions qui restent, les gros événements par exemple, et donc on est sur un espèce d'isekai comme on dit dans le jargon du manga, où en gros, en très très gros, le personnage principal donc de Léa décède dans notre monde à nous, et elle se réveille dans un monde qui est complètement différent du nôtre, où là on est vraiment sur un monde de fantasy, et elle est prise en charge par un espèce de groupe qui est de la rébellion, et voilà, donc elle va un peu tout va s'articuler autour de cette rébellion, cette montée en compétence de Léa, etc. et comment on fait pour apporter un peu plus de justice et vraiment de la justice quoi, en gros, et éviter la fin du monde en prime. Si mes souvenirs sont assez bons. On va essayer de speeder un petit peu. Pandarou, il fallait lire un bouquin avec une couverture rouge. Là pareil j'en ai lu deux. J'ai lu 1984 de George Orwell.
creepy. Celui-ci il m'a foutu des frissons dans le dos. Je l'ai lu en audio hein, avec Audible parce qu'il était proposé gratuitement avec l'abonnement. Du coup je me suis dit bah, je vais en profiter. Et vraiment trop bien, mais malaisant, mais voilà, un classique de l'ASF à lire vraiment sans souci. C'est le fameux bouquin avec Big Brother, etc. quoi. Si jamais vous en avez entendu parler, moi ça faisait un moment qui m'intriguait, donc là je me suis dit, bon, il me faisait peur à lire comme ça, donc je me suis dit en audio c'est parfait. Et franchement, le narrateur est très bon. Le narrateur est très très bon parce qu'on est sur un monde un peu froid, un peu aseptisé, où il y a très peu d'interactions humaines, il y a très peu de sentiments, etc. Et du coup, on ressent toute cette froideur, mais vraiment la froideur dans la voix du narrateur. Voilà, beaucoup trop bien. Et sinon, j'ai mis le tome 1 de Moriarty, parce qu'il a une couverture majoritairement rouge. Voilà, celui-ci, je l'ai lu aussi pour mon challenge de la rentrée, donc je pense que je vous ai fait un petit résumé du truc. Je passe. La girafe, il fallait lire un tome d'une grosse saga. Donc au départ, j'étais partie également sur le Comte de Monte Cristo, hein, je crois que j'avais mis le tome 5, oui, si c'est ça. Et au final, je me suis rapatriée sur le journal de Stéphane. Du coup, le tome 2, ça c'est pareil. Je vous en ai déjà parlé sur mon challenge à moi, donc je rentre pas dessus. Je rentre pas plus dans les détails, en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup, même si... Oh, voilà, il y a pas mal de défauts, on est d'accord. Mais bon, c'est une série qui est... no-brainer, elle est facile, c'est comme de rentrer à la maison quand ça va pas. Voilà. Ensuite, il fallait lire pour le numéro 17... un zèbre. Et qu'est-ce qu'un zèbre? Un zèbre, c'est une lecture commune. Du coup, nous avons lu avec mon chéri, celle-ci je l'ai faite avec mon chéri cet été, au mois de juillet, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Moi j'ai bien aimé. Alors moi j'ai vraiment bien aimé, je crois qu'au final mon chéri aussi, mais il a mis beaucoup plus de temps à rentrer dedans que moi. Au final, qu'est-ce qu'on faisait? On se faisait, je crois, 5 chapitres par jour, tous les 2 jours. C'est-à-dire que moi je lisais le premier, les 5 premiers chapitres, le 2 lui il lisait les 5 premiers chapitres, le 3 moi je lisais 6 à 10, etc. etc. Et on se suivait comme ça. Bon au final j'ai eu pas mal de retard, mais vu que le mois de juillet a 31 jours, j'ai pu rattraper et finir le 31. Après bon bah c'est de la fantasy assez classique, hein, donc on est sur un univers assez dense, assez fouillé, il y a beaucoup de personnages, je crois que c'est ça qui l'a un peu perdu. Et puis bah moi j'ai l'habitude surtout de lire des bouquins où en gros je sais pas où on va. Et c'est ok, je prends les infos et puis je me dis bon bah de toute façon tout ça se mettra en place à un moment ou un autre. Et lui il a plus besoin de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui lui arrive, etc. Donc voilà, il a mis beaucoup plus de temps à rentrer dedans parce qu'au début il trouvait que trop d'infos en fait. Et trop d'infos qui servent pas sur le moment, donc pas forcément nécessaires. Donc voilà. Voilà pour le petit résumé. J'ai le deuxième tome, le préquel. Il faudra que je me le cale parce que j'avais bien aimé, donc pourquoi pas continuer dans cet univers. Je crois qu'effectivement on va être sur des personnages qui ont vécu antérieurement, donc il faudra voir où est-ce que ça se place dans la dynastie. Si ça se dit, la dynastie, puisqu'on va suivre notamment une reine une lignée de reines qui viennent de la même famille du coup, donc une dynastie ça passe. Numéro 18, Scavus, il fallait lire un bouquin de science-fiction, ça c'est celui que j'ai lu le plus récemment. J'ai lu Je suis une légende de Richard Matheson. Beaucoup trop bien, encore une fois, beaucoup trop bien. Alors je n'ai pas vu le film avec Will Smith. Il faudrait peut-être que je le regarde maintenant parce que mon homme qui a lu et vu me dit qu'il y a vraiment beaucoup de disparités et qu'en ayant lu le livre, en gros, je ne suis quasiment pas du tout spoilée sur le film. Donc ça peut être intéressant de voir comment ils ont traité ça. La créature, de base, si jamais vous voyez un petit peu de quoi ça parle, on est dans un monde post-apocalyptique, hein, où il s'est passé un truc, un espèce de gros virus, et la créature, donc ce en quoi tous les êtres vivants se sont transformés, sauf notre personnage, bah moi je savais vraiment pas que ce serait ça au final, parce que d'après les bribes que j'avais vues du film, c'est pas du tout ça. Donc bon, j'étais assez surprise et puis bah, je suis vite rentrée dedans au final, hein, on est sur une lecture qui est quand même assez addictive. On s'en fait vraiment beaucoup pour le personnage principal, hein. On est content quand il lui arrive des trucs positifs, on est triste quand il lui arrive des crasses, on n'a qu'une envie, c'est qu'il s'en sorte et qu'il arrive à trouver le pourquoi du comment. Beaucoup trop bien, voilà, juste beaucoup trop bien. Pour le numéro 19, il fallait partir sur un loup, du coup de la bitlite, du loup-garou ou de la maternité.
Bon, j'ai remis mon décor en place, j'espère que le chat ne va pas retenter un petit peu son saut du diable. Bref, je disais du coup, catégorie 19, le loup, il faut lire un roman autour de la bitlite, du loup-garou, de la maternité. J'avais lu le premier tome de Rebecca Keane en audio parce que là on est vraiment dans la bitlite, hein, donc pas de souci. J'ai la saga presque complète, je crois qu'il me manque 2 tomes, donc je pourrais la continuer. Pareil, j'avais bien aimé, c'est une bonne introduction qui pose assez facilement les bases, mais on reste sur du classique de la bitlite, hein. Donc voilà, je pense que je continuerai, mais plus tard. Voilà, peut-être en 2025, hein, mais plus tard. Et sinon, du coup, j'avais remplacé par le journal de Stéphane, cette fois le tome 1, puisque ben... on est quand même autour un petit peu de la bitlite, je pense. En tout cas, j'espère. Ensuite, Le Poisson, le livre qui te fait le plus envie. Là, j'ai lu Et ils vécurent malheureux à jamais. Du coup, c'est le tome 2 de... comment ça s'appelle ? Once Upon a Broken Heart, Il était une fois un cœur brisé, voilà c'est ça, de Stéphanie Garber aux éditions de Saxus. J'ai beaucoup aimé, j'ai le tome 3 qui m'attend et pareil, il faut que je le lise. Par contre, vu que j'ai beaucoup aimé le tome 1, que j'ai encore plus aimé le tome 2, j'ai peur que le tome 3 soit une déception. Mais... puisque j'ai très envie d'aimer encore plus le tome 3 que les tomes précédents. Donc voilà. Et puis bah celui-ci je pense que je le ferai courant de l'année prochaine parce que c'est le dernier tome de la trilogie et on parlera tout à la fin, mais Elodie va nous faire un nouveau challenge et dans les bonus il y a finir une saga, donc ça pourrait être bien de garder pour avoir un petit bonus l'année prochaine. Ensuite, le numéro 21, il fallait lire autour de l'écologie, la nature, le bois pour la catégorie du cerf et au final j'ai mis dedans La légende des 4, le tome 3. Parce que ça passe, clairement ça passe, hein. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, on est sur une bande de yokai, donc des êtres humains qui peuvent se transformer en animaux. On a 4 clans différents, on a les loups, les tigres, les aigles et les serpents. Et en gros, pourquoi ces yokai ont été créés par Dame Nature? Eh bien tout simplement parce que les humains font n'importe quoi avec la planète et on détruit tout. Et du coup il nous faut des gardiens pour empêcher un petit peu les humains de faire n'importe quoi. Donc voilà, je pense que ça passe très clairement dans, dans la catégorie écologie, ça y a pas de souci, ça passe. Numéro 22, Lion, il faut lire un personnage principal courageux. Pourquoi principal? Un personnage courageux ou honnête. Et bah du coup j'avais mis La quête des Willan, le tome 2, parce que personnage courageux et Willan, Camille, il n'y a pas de souci. Pareil que pas mal d'autres bouquins, mais un giga coup de cœur pour cette saga entière, les 3 tomes, et c'était beaucoup trop bien. Et j'ai hâte de poursuivre du coup avec les mondes des Willan, mais je crois que je vous ai fait un book haul, que celui-là j'ai dû le publier, où je vous disais il faut que je me renseigne sur l'ordre d'écriture parce que je sais qu'il y a plusieurs sagas etc. Et là j'ai les mondes des Willan et Elana, et du coup il faut que je sache quels sont les bouquins, enfin quelle saga lire avant l'autre. Ça je me suis toujours pas renseignée. Du coup je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je dois lire en premier, mais en tout cas bah il faut que je me renseigne et j'ai très envie de lire les 2 sagas, voilà, ça c'est sûr. Numéro 23, Le Tigre, histoire avec un chat, j'ai mis Blog, le tome 4, toujours de Maliki du coup, trop bien pareil, c'est du tranche de vie, c'est assez mignon, c'est en gros l'auteur donc Souillon qui a créé le personnage de Maliki, tient un blog où il va publier assez régulièrement des petits strips et là en gros c'est la compilation des X derniers strips dans un bouquin, dans une BD. Donc on va suivre, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire qui se passe, mais on va suivre sa vie au quotidien, donc avec tous les personnages qu'il a inventés, avec sa femme, Becky, avec leur enfant, Kiko, et le deuxième je sais plus, mais le deuxième il apparaît là dans le tome 4, et avec Feng, je crois, une petite chinoise qu'ils ont adoptée, et avec tous les animaux, parce que c'est une grande ménagerie, et du coup il y a plein de chats, il y en a genre au moins 4 ou 5, parce qu'à chaque fois qu'ils ont un chat ils l'intègrent dans le blog, mais surtout dès qu'un chat décède, bah ils continuent de le laisser dans le blog. Voilà. Donc c'est assez mignon, ouais, assez émouvant aussi, hein, parce qu'ils vont parler des moments où ça va, ils vont parler des moments où ça va pas, etc. Donc c'est assez prenant, et surtout quand on se dit que c'est de la vraie vie. Voilà, ça, moi personnellement en tout cas ça me touche encore plus. On avance. Un ours, il fallait pour la catégorie 24 débuter une saga. J'ai débuté La légende des 4. Voilà.
Je vous ai dit que je vais vous le mettre à toutes les sauces celui-là. Ensuite, un snack avec de la nourriture. J'avais lu en début d'année Emma de Jane Austen et ça parle de banquets, etc. Donc je me suis dit vas-y, la nourriture ça passe. Mais sinon j'ai lu mieux cet été, j'ai lu Amour, gluten et sororité de Sarah de la chaîne Mrs. Bookie Yarmond. Du coup je crois que son nom de plume c'est S.A. Yarmond. Pareil, trop bien. C'est un livre vraiment tranche de vie où on va suivre le personnage principal de Yael qui a un blog et qui est, comment ça s'appelle, elle est influenceuse. Donc elle va faire un bouquin grâce à son contenu de blog et Instagram, etc. Il y a un éditeur qui veut qu'elle fasse un bouquin pour surfer sur sa hype, etc. Et un petit peu comment ça se passe avec ses relations au quotidien. Elle a une cousine qui est complètement délirante et tout ce petit peuple est un peu attachant, et beaucoup attachant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon après il y a une grosse ficelle qu'on voit arriver assez vite, mais c'est pas grave, c'est le genre de bouquin sur lequel c'est pas grave et on s'y attend et c'est très bien et on a envie que ça arrive, donc trop bien. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Maintenant j'ai ces deux autres bouquins qu'elle a publiés aux éditions Hurlevent à lire. Je les ai tous les deux dans ma palle et j'hésite parce que bon, la taille du premier Le cœur singulier de Millie Davis est vraiment trop gros, donc il faudra que je me lance dedans, mais il me fait peur. Voilà. En tout cas j'ai déjà découvert sa plume et vraiment elle a une plume trop fluide, ça passe tout seul, ça passe tout seul. Numéro 26, tant que mon fils ne vient pas me voir, on va dire que je continue. Numéro 26, Le Lama se passe à la montagne. J'ai mis Mémoire de la forêt, le tome 3. Pareil, je pense que je vous ferai une vidéo à part pour cette saga parce que, pareil que La Légende des 4, j'ai des trucs à en dire. Et on va se parler, vous et moi. C'est pas un unpopular opinion, hein. Attention, je déspoil tout de suite. J'ai beaucoup aimé cette saga, mais j'ai des choses à en dire. Numéro 27, La mini-ferme, lire un graphique. Bon bah ça a été assez facile, j'ai mis la saga Les Mémoires de Vanitas. J'ai relu la saga cette année. Là je suis encore dans le tome 10, donc j'espère arriver à le finir avant la fin de l'année. Je crois que le tome 11 est sorti, mais bon, vu qu'il est sorti en décembre et que nanana, la trêve hivernale, il faut pas acheter des choses parce qu'on risque de se les faire offrir pour Noël, etc. Donc voilà, j'ai pas acheté le tome 11, mais il faudrait que je me le procure en début d'année si jamais je ne le reçois pas à Noël. Ensuite, le numéro 28, Autruche, il faut lire un livre auto-édité. Et bien là, j'ai lu Le puzzle de nos âmes jumelles, et ça c'est trop drôle parce que je l'ai vu sur la chaîne d'Elodie, Ingrid la lectrice. Ça m'avait intriguée. Bon, elle en avait fait un retour qui était pas hyper ouf, mais ça m'avait intriguée suffisamment, enfin en tout cas pas hyper ouf dans le sens où je crois qu'il y avait 2-3 trucs qui l'avaient un peu gêné dans sa lecture. Notamment, si je dis pas de bêtises, un personnage masculin qui, voilà, son comportement, Jérémy je crois, si je dis pas de bêtises, son comportement l'avait un peu gêné, mais en tout cas ce qu'elle en avait dit m'a intriguée, et en fait beaucoup trop drôle. Donc en janvier j'ai commencé mon nouveau taf, et il s'avère que ce bouquin a été écrit par une de mes nouvelles collègues, voilà. Et encore plus drôle, l'année prochaine, à partir du 1er janvier, les équipes bougent un peu et je vais travailler tous les jours avec elle. Donc voilà, j'ai pu lire son bouquin avant qu'on travaille ensemble, donc c'est vachement trop cool. J'ai bien aimé. Bon, il y a quelques défauts quand même, hein, mais pas forcément des défauts qui auraient pu être corrigés par une maison d'édition. Si jamais vous voyez ce que je veux dire. Bref, on arrête de taper sur les auto-édités. C'est du young adulte. On va suivre le personnage de Méa qui a un jumeau et malheureusement, je crois que c'est dit dans le résumé, malheureusement un jour son jumeau décède. Et donc du coup elle va devoir se reconstruire. Comment on fait pour passer de 2 à 1 au quotidien, parce que clairement elle prenait son jumeau pour une partie d'elle-même. Et comment on fait pour survivre quand on n'est plus qu'un. Donc c'est un thème assez lourd, hein. On va parler du deuil, de la reconstruction, un petit peu du déménagement, du changement de vie, de tout plaquer, etc. Mais en même temps, elle est quand même assez jeune, hein. Elle va toujours au lycée, donc on n'est pas forcément libre de faire vraiment tout ce qu'on veut à cet âge-là. Parce que on vit sous tutelle des parents encore, on n'est pas autonome financièrement, on n'a pas de métier, on n'a pas de base d'études suffisante pour s'assumer tout seul. Voilà, donc un peu cette période charnière de la vie. C'était assez cool, assez sympa à lire.
Je crois que j'ai pas remplacé un nouveau livre, j'avais oublié de mettre que c'était un audio celui-ci. En numéro 29, Le Renard Blanc, il fallait lire une couverture blanche. J'ai mis Orgueil et Préjugés du coup de Jane Austen encore, parce que la couverture était blanche sur Audible. Et sur Audible ou sur Google Books, je sais plus, parce qu'à l'époque, au tout début de l'année, j'étais sur Google Books et après je suis passée avec un abonnement sur Audible en cours d'année. Mais voilà, toujours est-il que je l'ai fait en audio et que il faudra que je regarde sur les bouquins que j'ai pas mis si j'ai une couverture blanche. Pareil, j'ai beaucoup aimé, alors au tout début, bon je connaissais la fameuse histoire avec Mr. Percy, etc. Où toutes les filles qui aiment bien la littérature, en tout cas la littérature classique, sont amoureuses de Monsieur Darcy. Et au tout début, putain, je me suis demandé mais pourquoi quoi, waouh, qu'est-ce que... c'est lourd quoi, il est un peu yonche Monsieur Darcy quand même. Et au final, j'ai réussi à me faire prendre au jeu. Et je comprends tout à fait l'attrait, alors en plus modéré, hein, parce que bon, moi les book boyfriends c'est pas non plus ma cam, mais je comprends l'attrait que certaines lectrices peuvent avoir pour ce personnage maintenant que j'ai lu le roman en entier. En numéro 30, Le Puma, il fallait lire Le choix d'une autre personne. Donc là j'ai lu Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Pareil, ça fait partie des 5 romans que mon copain m'a challengé de lire cette année. Donc ça a été un des tout premiers que j'ai lu cette année. Et au final, alors, c'est un bouquin... c'est un roman de développement personnel. C'est comme ça que je pourrais le dire parce que on a quand même des grosses ficelles sur le développement, sur le développement de soi, l'auto-appréciation, arrêter de se taper dessus pour rien, ce genre de choses. Par contre, j'ai trouvé que on avait encore une fois des grosses ficelles où on est avec un personnage, je crois qu'on est avec Maëlle, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On est avec Maëlle qui... du jour au lendemain doit partir, donc elle est avec sa petite vie parisienne de responsable de je sais pas quoi dans sa boîte, où en gros je crois qu'elle a fondé sa boîte avec un copain et donc elle est numéro 1 ou numéro 2 de la boîte, donc la boîte a absolument besoin d'elle, en tout cas dans sa tête la boîte a absolument besoin d'elle pour tourner, et elle a une amie qui est atteinte d'un cancer et qui lui demande de partir dans l'Himalaya pour trouver un remède parce que... voilà, selon ce qu'elle a entendu, cette amie, il y aurait un remède dans les montagnes de l'Himalaya, et vu que elle est très malade et qu'elle peut pas forcément se déplacer beaucoup, et ben elle demande à Maëlle d'y aller. Donc elle se dit oh là là comment je vais faire parce que ma boîte tout le monde a besoin de moi, machin, tout ça, bref, elle va finir par partir, et tous les gens qu'elle rencontre là-bas ne sont vraiment pas subtils. Ouais, moi c'est ça qui m'a un petit peu saoulée entre guillemets, alors c'était une bonne lecture quand même, hein, il y a des beaux messages, etc. Mais c'est vrai que le personnage de Maëlle, elle est vraiment... elle est pas subtile non plus. Et on sent que c'est un personnage qui a été créé exprès pour enfoncer des portes ouvertes et pour que les autres personnages puissent lui dire non mais regarde, si tu fais comme ça, voilà, ça se passera mieux, et nanani, et nanana... Voilà, donc les messages sont assez beaux, les messages sont assez bons aussi. Mais voilà, c'était vraiment pas très subtil. Ensuite, le Rhinocéros, numéro 31, du coup il fallait lire un bouquin où il y a une amitié importante. Là j'ai fait le tome 3 de la quête des Willan parce que entre, comment il s'appelle, entre Salim et Karim, entre Salim et Camille, c'est une très belle amitié qu'ils ont, puis même entre tous les membres du groupe. Donc voilà, je me suis dit, quel bouquin pourrait mieux coller? Aucun, on est d'accord, aucun. Numéro 32, Éléphant, finir une saga. Donc là j'avais mis du coup le Conte de Monte Cristo, le tome 6, puisque c'est le dernier tome en tout cas que moi j'ai lu en audio. En tout cas avec le découpage qui avait été fait, parce que je suppose que le roman date de tellement longtemps qu'il a été publié forcément en version intégrale ou en 2 tomes ou en je sais pas combien de tomes, mais en tout cas moi la version que j'ai lue, il y en avait 6, donc le tome 6 c'était le dernier. Et du coup vu que c'était un audio, j'ai remplacé par La Légende des tomes, le tome 4. Au niveau du numéro 33, il fallait lire un tome 2 pour la catégorie Lynx, et là j'ai lu Scott Pilgrim, du coup un petit manga, que d'ailleurs je n'ai pas fini. Je crois que j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et il m'en manque 3 pour finir la saga puisqu'il y en a 6. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal que je me repenche dessus et que je finisse la saga. C'était assez rigolo, assez marrant. On va être avec un mec, c'est un peu what the fuck, on est un peu avec un mec qui n'est plus à l'école, mais qui est un peu paumé, c'est un loser quand même. C'est quand même sacrément un loser. Et il va tomber sur une nana qu'il aime bien, et ils vont sortir ensemble, et il doit terrasser les ex de cette madame, sinon il va se passer un truc, mais genre l'apocalypse puissance 10 000.
Si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Du coup, on est dans cet univers un peu what the fuck, où on suit à la fois un personnage qui est paumé, loser, et en même temps il doit genre sauver le monde. Un gros décalage que j'aime beaucoup, c'est très rigolo, et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Sans doute que j'ai commencé autre chose et que je les ai oubliés. Parce que là, en fait, je me rends compte que j'ai pas fini cette... Enfin, là, en tournant, là, il y a 30 secondes, je me suis rendu compte que j'avais pas fini cette saga alors que j'aimais bien, donc bizarre cette affaire, bizarre. Numéro 34, le hibou. Il faut lire un livre qui se passe la nuit ou lire nous pendant la nuit. Du coup, vu que moi je lis majoritairement le soir dans mon lit, bon en vacances un peu moins, mais majoritairement le soir pendant la nuit, eh bien j'ai pris garde de lire le bouquin Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson uniquement le soir, quand il faisait nuit. Voilà, comme ça passe. On est sur un petit one-shot où on va avoir le thème de l'art qui est assez bien exploité, et on va suivre une jeune fille, alors là je me rappelle plus le prénom par contre, Isobel, si je me rappelle du prénom. On va suivre Isobel qui est une peintre, et on est dans un monde où il y a des fées, et les fées sont un peu égoïstes et comment dire, elles sont très vraiment auto-centrées, etc. Et quand elles appellent des humains, c'est pour qu'ils leur rendent des services. Donc par exemple, Isobel, qui est une peintre, a beaucoup de clients fées qui fait fae en fait, hein, pour la prononciation, et ils vont du coup lui demander des portraits. Et s'ils sont ravis, bah tout va bien, ils vont faire du bouche à oreille, donc elle aura toujours du travail. Et s'ils sont pas contents, et ben gare à elle. Sauf que Isobel est assez intelligente, assez maline, puisque en paiement pour ses services, elle demande des faveurs aux fées. Et du coup, grâce à tous les tableaux qu'elle a pu faire, elle a en gros une maison où il peut rien lui arriver de magique à l'intérieur, si j'ai bien compris. Et va s'en suivre du coup toute une histoire où un jour elle a un client failli qui arrive, et, elle l'apprécie pas mal, et puis il disparaît, et du coup elle va aller un petit peu à sa poursuite pour un peu le retrouver. Voilà. En très grossièrement le pitch, c'est à peu près ça. C'était assez intéressant, assez sympa, et je tenais à lire celui-ci avant Sorcery of Thorns, puisque bah, je l'ai aussi, hein, mais de ce que j'ai cru comprendre, Enchantment of Ravens était moins bien écrit, bien moins exécuté que Sorcery of Thorns, donc j'avais peur d'être déçue si je commençais par l'un puis que je lisais l'autre. Donc bon, je pense que j'ai lu dans le bon sens pour ne pas être déçue. Voilà, donc pareil, 2025, il faudra que je lise Sorcery of Thorns. On s'active. Ensuite, il nous faut lire pour le numéro 35 Une tortue, un livre que tu repousses. Là, j'ai mis Sourcellerie de Terry Pratchett. C'est un bouquin que j'ai commencé pendant mon challenge au mois de septembre et je l'ai fini genre il y a 2 jours. Voilà, donc c'est pas que je repousse dans le sens où je repousse le moment de prendre ce bouquin, même si ça aurait pu passer parce que je crois que j'ai mis plus d'1 an à lire ce tome 5 ou 6. Bref, mais en tout cas je l'ai même repoussé pour le finir, donc ça passe, toujours dans les annales du Disque Monde, toujours assez rigolo. J'y ai eu un petit peu moins d'attrait, mais je pense que c'est en tout cas un ressenti un peu moins attrayant que les autres, mais ça doit être parce que voilà, je pense que c'est ma pause qui a pas fait du bien. Numéro 36, Buffle, il fallait lire un classique, j'avais mis Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je crois que c'est Émilie Brontë, hein, celui-ci, il me semble, oui. Mais pareil, vu que je l'ai fait en audio, je l'ai remplacé par L'écume des jours de Boris Vian. Pareil, c'est un des bouquins que mon homme m'a challengé de lire. Et je pense qu'avec un petit peu de recul, je pense que c'est un coup de cœur quand même, ce petit roman. Pareil, un univers assez loufoque. Il faudra qu'on lise pas du tout, il faudra qu'on regarde le film ensemble, hein, puisqu'il a été adapté par Michel Gondry. Et effectivement, en connaissant un tout petit peu le réalisateur, où il va te mettre des trucs vraiment improbables dans ses scènes. J'avais vu notamment par exemple cet été le livre des solutions, et au final ouais c'était assez what the fuck. Et ben en lisant ce bouquin là, je me suis dit mais oui mais bien sûr, mais c'est une évidence, ça n'aurait pas pu être réalisé par un autre réalisateur. Voilà, donc maintenant j'ai très envie de le lire. On est sur une belle histoire d'amour, un peu naïve, un peu touchante. Il se passe des choses qui font mal, voilà, donc moi j'ai été assez meurtrie par cette lecture, assez rapide quand même, hein, je crois qu'elle fait moins de 200 pages, et voilà, je pense que c'est un petit coup de cœur quand même, parce que j'y pense encore beaucoup. Numéro 37, Le Gorille, la couverture noire. J'ai lu le manga Dusk Maiden of Amnesia. Pareil, une très très bonne lecture en 10 tomes. Ça a été fait par le duo Maybe. J'ai d'autres mangas de eux à lire. En tout cas dans ma palle, j'avais, je crois, comment ça s'appelle ?
The Tales of a Wedding Ring, je pense que c'est ça. Très bien, à conseiller si jamais vous aimez bien les histoires qui se passent dans une école, hein, parce qu'il y a beaucoup de mangas quand même qui se passent dans une école, mais les histoires un peu avec des revenants aussi. Numéro 38, L'Antilope, lire un livre en un jour. Là j'ai lu Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu qui a été adapté par... Je vous mets la photo de toute façon, mais j'ai complètement zappé le nom de l'illustratrice. C'est un nom coréen il me semble. Très beau, très mignon. Il faudra que je le fasse lire à mon fils quand il sera en âge de lire et de comprendre tout seul. Je pense que... Je crois que mon âme l'a pris aussi dans sa petite palle. Je pense que ça lui ferait du bien aussi de lire ça. Parce que ça fait toujours du bien de se rappeler que on est comme on est et tant pis et c'est comme ça. Et on peut pas être parfait et parce que personne n'est parfait. Et la vie est quand même belle. Voilà. Numéro 39, hein, on n'est pas sur un niveau de monstre, etc. Les jeux d'enfants, lire avec un enfant ou lire un jeunesse. J'avais lu du coup Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais ça c'était en audio. Du coup je me suis rabattue sur Les sœurs Wickwood. Donc pareil, j'avais bien aimé Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai acheté, je pense que je vous en avais parlé dans le book haul, j'ai acheté l'intégrale, enfin un format intégral avec les 3 premiers tomes. Il faudra que je lise les tomes 2 et 3. Donc ça c'est toujours pas lu. Et Les sœurs Wickwood, je vous en ai parlé aussi dans mon bilan du challenge de la rentrée et je peux officiellement vous dire que il est reparti. Au final j'ai fait un petit peu un tri dans mes bibliothèques et il a fait partie des bouquins qui partent parce que je me souviens dans cette vidéo je vous disais est-ce que le seul fait qu'il soit beau me force à le garder? Et ben la réponse du coup a été non. Allez, on va essayer de terminer vite fait parce que du coup j'ai mon fils sur le canapé juste à côté, donc il se peut que vous entendiez quelques bruits. Numéro 40, Le Dauphin, il fallait lire un beau livre. Là j'ai lu Divine Rivalité de Rebecca Ross, toujours aux éditions de Saxus du coup. J'en ai profité hein, pour sortir un petit peu mes bouquins cette année. J'ai bien aimé. Alors c'est une duologie, c'est le premier tome d'une duologie. Donc après 50 interruptions, j'essayais de dire oui c'est une duologie il me semble. En tout cas je crois pas qu'il y ait de 3e tome. Du coup je disais le tome 2 a dû sortir là en automne voire peut-être au mois de décembre. Donc pareil il faudra que je me la procure pour terminer cette saga l'année prochaine. Ça me ferait aussi un point bonus pour terminer une saga. J'ai mal. J'ai mal parce qu'il tourne les pages un peu brusquement. C'est pas grave, c'est pas grave. Numéro 41, Le Parking avec un véhicule. J'avais lu du coup Jane Eyre en audio et je suis passée sur Le Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Du coup pareil, je vous fais pas de plus de résumé que ça parce que je l'ai lu pendant mon challenge de la rentrée. Et Jane Eyre, pareil, un classique que j'ai fait en audio, que j'ai bien aimé aussi. Mais clairement c'est pas le classique que j'ai lu cette année que je préfère, voilà. Du coup je vous disais le 42 L'Orque, il fallait lire un thriller, un policier. J'ai lu Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluk. Johan Fluk, je sais plus, je sais pas comment ça se prononce. C'est le premier tome d'une saga de Cozy Mystery assez célèbre. J'ai bien aimé mais pareil ça fait partie des bouquins que j'ai mis en pause. Je crois que je l'ai commencé au mois d'avril. Je l'ai mis en pause pendant le mois de mai pour le challenge de la fantasy et je l'ai repris après. Je sais plus où j'en suis à force. Je vous disais, je crois, je l'avais commencé au mois d'avril et je l'ai mis en pause pour le challenge du mois de mai du mois de la fantasy de Steph de Piggy Bookin. Et j'ai dû le reprendre après au mois de juin, juillet, août, etc. Et je l'ai fini super tard. Je me demande si je l'ai pas fini en octobre en fait, pour tout vous dire. Du coup, ouais, il a pâti un petit peu de ça. Donc, j'essayais de dire... Ce qui a sans doute joué aussi, c'est que dans la version que j'ai, il y a une nouvelle en plus et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai complètement zappé qu'il y avait ça. Et du coup je sentais à un moment dans ma lecture, je sentais qu'on était pas trop loin du dénouement, mais en même temps je voyais qu'il restait genre une centaine de pages en plus et je fais mais en fait on n'y est pas du tout. Et du coup j'étais pas tellement dans l'histoire. Et voilà, ça m'a un peu ralenti. Du coup quand le dénouement est arrivé je fais ah ok. Bon, bah finalement c'est quoi? Ah oui c'est vrai, il y a une nouvelle en plus, voilà. Donc j'étais un peu, voilà, un peu chafouine. Donc dernière catégorie, il s'agit du panda et où il fallait lire un livre doudou ou une duologie. J'ai commencé par mettre le tome 2 d'Alunia que j'ai lu en audio, toujours hein. Et au final, donc là ça passait très bien pour la duologie et au final j'ai mis le tome 3 du journal de Stéphane parce que livre doudou, voilà. Au final, avec tout ça, donc il me reste... En considérant que j'arrive à finir Wild avant la fin de l'année. Il me reste 2 catégories que j'aurais fait, enfin 3 techniquement avec la toute première, mais bon, encore une fois, je peux pas la remplacer celle-ci parce que c'est la première lecture de l'année, donc voilà. Et il me restera 2 lectures à rechanger, donc il faudra que je regarde entre les bouquins que j'ai lus cette fin d'année, s'il y en a un qui a une couverture blanche,
Et sinon il faudrait que je lise éventuellement le tome 3 de la carte des confins, parce que la piraterie sur les mers etc ça peut être pas mal. Et vu que c'est du young adulte, je pense que les 400 pages, les 450 pages sont faisables en une petite semaine entre Noël et Nouvel An. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance. Donc on va dire que j'ai réussi à finir cette vidéo, même si ça fait 5 fois que je filme cette fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, désolée pour la fin qui était un peu beaucoup décousue. Je pense que je vais m'en vouloir hein, au montage, déjà que va falloir que je mette toutes les couvertures, mais en plus que je coupe les passages où Anissé revient. Bah voilà, Anissé revient. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, j'espère avoir le temps de faire le montage de cette vidéo qui va être horrible et de vous la poster avant la fin de l'année. Donc j'essayais de dire, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi votre challenge, si vous avez utilisé beaucoup de bonus, hein, parce qu'au final je crois que j'en ai pas utilisé. Donc même si je suis allée aux zoos cet été et même si j'ai réussi de temps en temps des semaines à 1000 et des week-ends à 500, surtout des week-ends à 500. Donc je vous laisse là avec la superbe potion. Voilà, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'ai dit de pas la faire tomber parce que c'est fragile Anissé. Je vous laisse là et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.